Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans les matinales B2B proposées par l'agence Aressi. Ce matin, une édition spéciale Forum ABM. La deuxième édition de cet événement qui réunit tous les acteurs qui en France font l'account-based marketing. Je suis Laurent Olivier, directeur associé de l'agence Aressi, l'agence B2B au sein du groupe Epoca. Voilà ici quelques logos, quelques chiffres pour nous présenter. Et voici tout de suite pour démarrer le programme de cette rythmée. On va d'abord faire un point sur les différences entre l'ABM et l'inbound marketing. On va parler data, alignement, on va parler contenu, personnalisation. On va aussi parler médias LinkedIn et digital. Quels sont les bons outils pour faire de l'ABM. Et puis enfin, on terminera avec du concret, 2 starter packs pour démarrer immédiatement. Alors c'est un événement interactif, comme toujours, voici nos experts. Vous pourrez bien sûr poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin dans le débrief. Vous avez aussi le hashtag Forum ABM ou matinale B2B. Allez, c'est parti pour cette matinale spéciale Forum ABM. Jingle. Pour démarrer, on va tout de suite reprendre quelques fondamentaux et notamment la différence entre inbound et ABM. Vous voyez cette pyramide à gauche de l'inbound où on va d'abord attirer les visiteurs, puis chercher à les transformer par des appâts, tous les mécaniques d'inbound, d'e-book qui vont faire en sorte que l'on convertisse les prospects, les visiteurs en prospects. Puis après, on va enfin trier, entre guillemets, faire le tri de tous ces formulaires pour identifier quels sont les bons prospects, quels sont ceux qui sont vraiment intéressants par rapport au profil de cible que vous ciblez. En ABM, on travaille vraiment dans l'autre sens, la pyramide est totalement inversée. Même si on retrouve à peu près les mêmes fondamentaux en termes d'action, on va d'abord travailler en identifiant les comptes que l'on veut viser, qu'on travaille vraiment en identifiant les comptes qui comptent. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on va partir en campagne, une campagne qui va reposer sur du contenu personnalisé, des campagnes qu'on va activer avec notamment du média. Et puis, on va petit à petit construire la relation. C'est pour ça que la pyramide repart dans l'autre sens. Donc, j'espère que j'ai été clair pour cette différence. Si je reprends un peu du vocabulaire du marketing, et j'aime bien souvent présenter cette image, l'outbound, c'était un peu le chalutier à l'ancienne qui racle très agressivement tout le fond de la mer et qui ramasse un peu tout et n'importe quoi. Voilà, on déconseille ces tactiques très agressives. L'inbound, c'est attirer des poissons qui sont cohérents ensemble et puis on va les attirer, mais ils restent très petits. Et l'ABM, c'est vraiment partir à la chasse, à la conquête de ces gros poissons d'une manière volontaire. On y va avec le moteur et on part très clairement chasser ces gros poissons. Alors, pour être encore plus concret dans les outils et dans leur orchestration, on va regarder les 7 différences entre inbound et ABM. Alors, premièrement, très important, la data. En inbound, on fait plutôt un travail de persona pour identifier quels sont les profils types, on va dire, et donc on fait toute une histoire autour de cibles et on essaye de créer des groupes cohérents. En ABM, clairement, on achète la data au départ. On n'est même pas en train de se poser des questions, vu qu'on est sur des profils de cibles identifiés, il faut avoir la data dans son CRM, il faut avoir la data et le fichier qui va bien, donc des entreprises et des contacts. Deuxièmement, quelle différence, les contenus. En inbound, on est clairement dans une stratégie où on va faire du contenu régulièrement, des articles très souvent, on va avoir un blog. En ABM, on n'a pas besoin de blog. On n'a pas besoin de créer plein d'articles. Par contre, on a besoin de créer des contenus
personnalisé et donc d'avoir une production de contenu plutôt assez premium, très émergente, qui a beaucoup de valeur ajoutée, qui est très ciblée aussi. Donc on va peut-être pas finalement produire moins de contenu, mais on va le produire d'une manière vraiment spécifique pour chacun des comptes visés ou des catégories de comptes visés. Le SEO, clairement, en inbound, c'est une stratégie, un objectif numéro un. On va écrire même vraiment pour cette logique d'attirer du trafic pour Google et c'est vraiment un objectif numéro un d'attirer du trafic. En ABM, ce n'est pas vraiment un objectif, cette technique de SEO, parce qu'on va aller chercher le trafic différemment. Hop, j'avance, pardon. Et notamment avec le média, hein, donc quatrième différence entre inbound et ABM. Hein, donc le média n'existe pas vraiment en inbound, hein, l'outbound n'existe pas en inbound, ou alors il peut venir d'une manière complémentaire, alors qu'en ABM, clairement, il faut du média, on va en parler, notamment LinkedIn, qui va être souvent très utilisé. Mais il y a une grande différence avec le média traditionnel, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il ne soit exposé qu'aux comptes qui comptent. Vous ne cherchez pas à exposer vos bannières publicitaires à des gens qui ne sont pas dans votre cible. Le social, oui, dans une démarche de visibilité globale, RP, le social est indispensable en inbound parce qu'on va faire en sorte que la marque soit vue par tout un ensemble de communautés. On va même chercher à faire grossir les communautés sur LinkedIn, le nombre de followers, alors qu'en ABM, pas du tout. On va servir de LinkedIn notamment pour faire du paid media et on va s'en servir aussi de LinkedIn pour faire toute la démarche social selling, pour faire en sorte qu'il y ait la relation qui se crée avec les commerciaux et vos prospects. Ensuite, on va parler des formulaires, les landing pages, on pourrait dire. Bah oui, bien sûr, on en fait beaucoup en inbound parce qu'on va chercher, on va les tester avec différents vocabulaires, on va chercher à attirer avec tous les mots, les bons mots qui vont bien et ça va nous servir au SEO. Alors que finalement, en ABM, on n'a pas besoin de formulaire. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, on a acheté la data au début, donc on ne va pas redemander aux personnes qui leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, parce qu'on l'a déjà dans les bases. Donc, pas besoin de formulaire, pas besoin de redemander aux personnes qui y sont. Faites en sorte qu'ils s'engagent un maximum, que ça soit très simple de lire le contenu. Et puis, grâce aux mécaniques de tracking, vous saurez qui y sont. Et puis, enfin, les KPI, septième différence importante. Donc, en inbound, on va chercher clairement à augmenter le reach en permanent, à faire plus, parce qu'on sait que c'est un entonnoir, donc il faut agrandir au début effectivement le nombre de personnes qui vont après devenir des MQL et des SQL, alors qu'en ABM, on ne cherche pas à avoir de la quantité, on cherche à avoir de l'engagement sur les cibles qu'on cherche. Donc c'est aussi un des éléments fondamentaux de la différence entre inbound et ABM. Voilà pour cette première partie, les 7 différences. On va enchaîner tout de suite en parlant data et contenu et on accueille après le jingle, Mathieu et Benoît. Alors Benoît, bienvenue. Donc Benoît, vous êtes le directeur général adjoint chez Nomination. Donc on va se rendre compte avec vous que la data, c'est bien plus que de la data, comme je l'ai expliqué dans le fichier, c'est aussi une manière très smart, je dirais, d'aligner sales et marketing, qui est là aussi un des fondamentaux de l'ABM. Tout à fait. Alors, pourquoi on parle beaucoup de l'alignement? C'est parce que, pour de vrai, en fait, les boîtes en France ne sont pas alignées. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on a sorti une étude, un baromètre avec nos amis du CMIT, où il y avait 60% des marketeurs B2B en France qui reconnaissaient ne pas être alignés avec les équipes sales. C'est énorme. Et donc, évidemment, quand on dit pas alignement, qu'est-ce qu'on entend? On entend les marketeurs qui disent les sales ne traitent pas mes leads. On entend les sales dire les leads du marketing, de toute façon, ils sont tellement mauvais que ça ne sert à rien que je les traite. Bref, générer des leads sur des comptes à super potentiel, l'ABM, la définition de l'ABM, est censé réconcilier les équipes. Et donc, souvent, le projet ABM est aussi une manière de réconcilier, d'aligner sales et marketing. Ça, c'est en théorie. Parce que dans la vraie vie, souvent, nous, ce qu'on voit, on arrive à l'étape data, une des situations assez rigolotes, malgré tout, qu'on observe, c'est le DG ou la Corp donne une directive assez
assez simple, hein, qui est « je veux signer tout le CAC, débrouillez-vous, le programme ABM, c'est le CAC 40 ». Ça marche aussi avec le SBF 120. Hein. Ça marche aussi avec le SBF 120, on est prêt à faire tout ce que vous voulez, mais dans la réalité, le CAC 40, c'est quoi? Si vous êtes sûr que AXA est une cible super importante pour vous, pourquoi vous passez à côté de Groupama ou de Covea? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le cadre, enfin, ils sont pas cotés. Pour autant, ils ont peut-être le même potentiel, voire supérieur à celui d'AXA. On reprend le CAC 40. Dans le CAC 40, vous avez Orange, Engie, Total, Téléperformance. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez une proposition de valeur pertinente pour des entreprises aussi différentes? Pas sûr. Et puis, juste pour vous donner un ordre d'idée de data, on aime bien la data chez Nomination, quand vous parlez CAC 40, en fait, vous parlez tête de groupe, vous parlez maison mère. Par contre, si vous avez une vision un peu plus large du groupe, en fait, le CAC 40, c'est plus de 1500 entités business en France. Donc, si vous prenez la cible CAC 40, en fait, vous n'avez pas du tout une cible ABM, vous avez une cible énorme que vous ne savez pas gérer, que vous ne savez pas la qualifier. La deuxième situation qu'on voit souvent, qu'on a essayé de résumer sous cette forme qu'on espérait, le petit SMS, situation vécue en plus, hein. Directrice marketing qui fait le forcing pour obtenir un beau budget de la part du DG et de la Corp sur le lancement d'un programme ABM. Elle est hyper contente, elle a la validation de son DG. Dans la minute, elle envoie un petit SMS à son VP Sales préféré en lui disant « S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'envoyer la liste des comptes prioritaires pour alimenter le programme ABM ?» Et si possible, c'est assez urgent, si tu peux faire ça d'ici demain, ça serait cool. Évidemment, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que vous nous proposez 3 bonnes pratiques. Exact. Alors la première bonne pratique, c'est assez basique, mais pour le coup, c'est pas assez fait. C'est exprimer et valider formellement, écrire, quel est l'objectif de votre programme ABM. La réponse, développer des grands comptes, évidemment, ça ne suffit pas. Est-ce que vous voulez ouvrir un super compte? Est-ce que vous voulez faire x10 sur quelques clients, x10 en CA sur quelques clients de votre portefeuille? Est-ce que vous voulez dupliquer certains super succès? Est-ce que vous voulez ouvrir une nouvelle verticale en signant une centaine de top comptes dans un secteur d'activité? Bref, essayez de formaliser de manière très précise en alignant et donc en engageant et les sales et le marketing dans un objectif très clair. Une fois que vous avez ça, vous devez vous projeter, et on aime bien cette petite matrice qui est très simple pour essayer de se dire 10, 100 ou 1000. C'est toujours un peu la discussion. C'est une question effectivement qu'on a toujours au départ. C'est combien? Voilà. C'est combien? C'est quoi le bon programme ABM? Exactement. Et bien là, en fait, vous vous posez 2 questions. Quelle est la valeur du compte si jamais vous le signez? Est-ce qu'il va rentrer dans votre top 5 de compte? Est-ce qu'il va peser 10% de votre revenu? Si c'est ça, on est vraiment dans le cas où on se dit que la valeur est majeure. Et là, généralement, vous êtes sur une cible, une taille de marché, une cible réduite. Donc là, vous êtes vraiment dans du one-to-one. Si au contraire, vous êtes dans un compte sympa, x2, x3 votre revenu moyen, vous êtes probablement plutôt dans du one-to-few, autour de la centaine de comptes. Si par contre, vous êtes plutôt sur l'ouverture d'un nouveau terrain de jeu, notamment une nouvelle verticale, vous êtes sur un terrain de jeu plus large, là, souvent, vous êtes plutôt sur du one-to-many. Et donc, cette petite matrice associée à votre objectif initial vous permet de définir de manière très pragmatique quel niveau, en fait, vous voulez viser, quel nombre de comptes il est nécessaire de fabriquer. Donc la bonne question, ce n'est pas combien de comptes, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut obtenir, tout à fait. Et la troisième bonne pratique, c'est la collaboration. Alors, là, c'est quelque chose que nos amis, et j'en fais partie des marketeurs, on doit se dire, c'est notre responsabilité de commencer à fabriquer cette liste. On parle juste d'études de marché, en fait. Hein. On parle d'un savoir-faire assez classique du marketing qui consiste à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'identifier de manière pragmatique et surtout objective des comptes à potentiel. Et là, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est finalement de la segmentation, des matrices de segmentation. Vous rangez, entre guillemets, votre portefeuille client sur 2 axes, très simples, secteur d'activité, taille d'entreprise. Et là, vous arrivez à identifier de manière assez facile, finalement, quels sont les endroits où vous avez un potentiel de business important. Là, c'est un exemple sur un de nos clients qui utilise la solution Nomination pour calculer cette matrice, où on voit très bien que dans le secteur du conseil, sur les très grosses boîtes de conseil, il a un chiffre d'affaires moyen x7 par rapport à son portefeuille. Donc là, clairement, il y a une zone de potentiel, il faut foncer dessus. À travailler. Ça permet d'identifier que là, il y a du potentiel. Exactement. Et l'étape d'après, c'est les marketeurs identifient de manière nommée, hein, on nomme les comptes qui sont derrière ces très grosses boîtes de conseil,
on enlève évidemment les clients existants. On discute avec l'équipe commerciale, on a le retour terrain. Peut-être que Capgemini, vous ne pourrez jamais rentrer chez Capgemini parce que vous avez un passif chez eux et qu'il vaut mieux l'exclure de votre programme ABM. Et ainsi, comme ça, vous pouvez vraiment travailler de manière conjointe, très pragmatique, pour définir votre fameuse liste 10, 100 ou 1000 comptes. Quatrième bonne pratique? Alors, qui dit ABM dit grosse boîte. Alors, en B2B, on parle rarement à monsieur l'entreprise, mais évidemment, quand vous essayez d'engager Total, si vous essayez de parler à monsieur Total, ça ne va pas bien se passer. Et donc là, il y a deux sujets clés. Le premier, c'est à quelle fonction dans l'entreprise vous voulez parler. Concrètement, qui sont les acteurs classiques dans l'entreprise qui participent à la prise de décision? Qui est le signataire? Quels sont les influenceurs? Est-ce que vous avez peut-être des champions ou voire des obstacles à couvrir? Notamment quand vous êtes dans l'univers tech et que vous ne vendez pas à la DSI mais plutôt direction métier, c'est souvent l'expert technique que vous devez contourner. Convaincre en premier. Exactement. Ou contourner. Ça, à la limite, c'est souvent quelque chose qui n'est pas très difficile. Les sales et les marketeurs se mettent ensemble, discutent et trouvent rapidement les fonctions clés, on va dire, qu'il faut identifier. Là où ça devient plus compliqué, souvent, c'est sur le niveau hiérarchique. À qui vous voulez parler. Et là, souvent, il y a une certaine dichotomie entre le marketing, qui ne rêve que de parler au CXO, au top level, au top décideur, et puis la vraie vie des opérationnels, que ce soit au marketing ou au sales, qui n'ont pas forcément ni le contenu, ni le discours commercial pour pouvoir intéresser, par exemple, le DAF de Total. Bien sûr, de Total, qui ne nous attend pas derrière son ordinateur. En se disant, mais j'attends avec impatience qu'on m'envoie enfin le livre blanc que je n'ai jamais lu. Donc, soyez smart dans le choix de votre niveau hiérarchique, des fonctions clés. Et une fois que vous avez ça, entre guillemets, vous avez presque tout fait, puisqu'il ne vous reste plus qu'à aller récupérer les personnes qui se cachent derrière ces fonctions pour constituer la fameuse base de données dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et donc c'est là où Nomination arrive avec toute la qualité de ces données pour nous permettre de compléter clairement l'ensemble de ces fonctions, de ces sociétés. Exactement. Et concrètement, lancer son programme CRM avec une liste d'entreprises bien définie, les personnes clés, les coordonnées en multicanal évidemment, puisque on est prêt à investir de l'emailing, du SMS, du physique, du postal, bref. Et donc c'est d'abord plutôt marketing de prendre le lead et de faire valider avec les sales, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Et c'est en faisant ça que concrètement, autour d'un objectif commun, vous arrivez à aligner sales et marketing et que autour de cette définition du terrain de jeu, qui est quelque chose de très pragmatique, que tout le monde peut toucher du doigt, la question c'est quelles sont les boîtes que je veux engager et à l'intérieur de ces boîtes, je veux toucher qui? Une fois que vous avez travaillé ça correctement entre sales et marketing, l'air de rien, vous vous alignez sur les objectifs, vous vous alignez sur ce qui manque peut-être en termes de contenu pour lancer votre programme. Bref, vous êtes prêt à basculer sur la deuxième étape pour réussir votre programme ABM. Et la deuxième étape, ça va être le contenu avec Mathieu Fischer qui va nous expliquer comment personnaliser, jusqu'à quel degré de personnalisation on peut aller entre créer des contenus totalement uniques ou des contenus qui vont être pour différentes cibles. Donc Mathieu, vous êtes responsable du pôle brand et contenu et social au sein d'Arecis. Donc nous raconter effectivement comment on fait pour concrètement pouvoir faire autant de contenu que nécessaire en ABM. Autant de contenu que nécessaire et les bons contenus. Donc j'ai bien retenu la leçon, il faut s'aligner, donc je vais m'aligner. On a les 10, on a les 100, on a les 1000. Donc effectivement, assez simplement, le contenu va suivre cette pyramide. Et donc moi je vous propose la pyramide qui est une pyramide correspondante, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même contenu quand on s'adresse à 1000 personnes, on ne va pas faire le même contenu quand on s'adresse à 100 ou quand on s'adresse à 10. Et puis moi j'ai envie de rajouter un petit étage un peu ambitieux qui est une personne. Et on va voir que parfois le contenu sert aussi peut-être à engager la bonne personne. On peut être sur des campagnes quasiment d'influence où effectivement on ne va cibler que le bon décisionnaire. Alors on a prévu des use cases pour permettre de se projeter encore plus concrètement. Exactement, voilà. Quand on parle contenu, le mieux c'est d'être concret. Donc en fait, à chaque étage de cette pyramide, en fait, on va passer en revue un certain nombre de petites histoires qu'on a construites et qui ont été effectivement ce carburant de ces stratégies ABM. Donc le premier étage de notre pyramide, le use case 1, c'est ce fameux 1000, on va dire, 1000 cibles où on va s'adresser, on va dire, à une verticale, à un secteur plus ou moins vaste.
Donc là, en fait, c'est assez simple et c'est un cas de figure sans doute qui est le plus proche des stratégies, on va dire, usuelles. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à un secteur, à une verticale plus ou moins large, et donc on va tout simplement interpeller ce secteur avec les bons codes. Donc interpeller un secteur avec les bons codes, qu'est-ce que c'est? C'est lui mettre sous les yeux le bon message. Le bon message, ça peut être les bonnes images, ça peut être les bons mots. Donc dans l'exemple qu'on a là sous les yeux, par exemple, quand HP va aller vendre des solutions IT peut-être un petit peu désincarnées, selon qu'il va les porter auprès d'un industriel, selon qu'il va les porter auprès d'un logisticien, selon qu'il va les porter auprès d'un énergéticien comme on voit là dans cet exemple, et bien tout simplement, on va avoir, si vous voulez, une porte d'entrée qui ne sera pas la même. Ici, je montre un panneau solaire. Là, je montrerai une chaîne logistique. L'incarnation du secteur. Exactement, c'est la petite balise visuelle qui va faire que sur LinkedIn ou ailleurs, dans un flow, en fait, l'œil du logisticien va s'arrêter là où il serait passé, là où il aurait glissé. Donc, ce qui est intéressant dans ces dispositifs, si vous voulez, c'est que autant la porte d'entrée, on la personnalise, autant le point de convergence derrière le contenu qu'on propose, lui, de façon générale, il est relativement uniforme. Et donc, c'est finalement assez économique à produire. On multiplie les portes d'entrée, mais on converge derrière, on le voit bien là, vers le même e-book, les nouveaux enjeux de la DSI. Alors là, on a un exemple, très visuel. On a joué avec les codes visuels d'un secteur. Moi, j'aime bien l'exemple qui suit, qu'on a fait il y a déjà un certain temps, mais qui reste assez extrême, où finalement, on s'est dit qu'on était tellement juste, cette fois-ci dans les mots, dans les insights, on arrivait finalement tellement à répondre aux problématiques d'un secteur que finalement, il n'y avait plus besoin d'avoir des images. C'est-à-dire que quand on vend une solution de messagerie, comme le faisait Alcatel il y a maintenant 2-3 ans, qui était la messagerie Rainbow, selon qu'on parle au secteur de la santé en proposant de gérer des urgences médicales, selon qu'on parle à l'éducation en parlant effectivement collaboration étudiant-professeur, selon qu'on parle à l'hôtellerie en parlant effectivement gestion des équipes dans un hôtel, etc., on a un message qui est finalement tellement fin qu'on n'a même plus besoin d'avoir la petite image du desk de l'hôtel ou de l'amphi dans une université. C'est la pertinence du message qui crée toute l'attractivité. C'est totalement ça, c'est vraiment raisonner par rapport aux attentes, aux insights de tel ou tel sous-segment, de façon à lui apporter le bon stimulus finalement qui va déclencher son intérêt. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est la base de la pyramide. On était un petit peu sur les 1000. On va un peu grimper. Use case numéro 2, allez on y va. On va un peu grimper sur un nombre un petit peu plus restreint d'entreprises, de comptes clés ciblés. Alors là, ce qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce que nous offre la tech pour personnaliser de façon finalement assez light, sans trop d'efforts, nos messages. Donc là, ce qu'on voit, c'est tout simplement un acteur du recouvrement qui s'adresse à une entreprise. Et en fait, aujourd'hui, de façon automatisée, on peut faire en sorte que nos supports, en l'occurrence des emailing, aillent aspirer le logo de l'entreprise ciblée, parfois même la photo de l'interlocuteur auquel on s'adresse, donc on va aller chercher ça sur LinkedIn, etc. Donc c'est pas mal parce qu'effectivement, quand on reçoit un message avec le logo de sa boîte, avec parfois même sa photo, ça fait peut-être même un peu peur, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, on se sent effectivement tout de suite concerné. Donc là, c'est ce qu'on voit dans l'exemple, où effectivement l'émetteur du message, c'est J-Collect, le logo qui est en haut, et le deuxième logo est le Studio logo Butterfly, et donc l'entreprise ciblée qui est la destinataire de ce message, et le destinataire d'à côté aura son propre logo mis dans le header de l'email. Et c'est pour parler de sujet de facture, effectivement, recouvrement de facture, ça interpelle et ça donne envie de regarder le message. Exactement. Alors et donc chaque email est unique parce que chaque email a le logo du prospect. Oui, et avec un rapport personnalisation et fort qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que tout ça se fait de façon finalement désormais automatisée. Alors l'exemple qui suit, il demande un peu plus de transpiration, mais pour le coup il est assez extrême. C'est-à-dire que là, c'est manuellement qu'on est allé personnaliser des messages d'entrée. Donc il s'agit d'une filiale de la SNCF qui vend des trains pour faire de l'événementiel. On loue son train, alors ça peut être à quai, ça peut être itinérant en France, peu importe. Et pour cette filiale-là, on a repéré un certain nombre d'entreprises qui étaient, entre guillemets, sursensibles par rapport à ce sujet-là. Parce que c'est des entreprises qui ont pas mal d'emplois dans les territoires, parce que c'est des entreprises qui maillent toute la France, etc., etc. On sait que la distribution Auchan, on sait que EDF, parce qu'il y a des centrales partout, etc. On sait que ces entreprises-là sont plus susceptibles que d'autres de souscrire à ce type de prestations. Ça, c'était la cible ABM de départ. Ça, c'était la cible ABM de départ. Et puis alors, on est allé un cran plus loin, parce qu'on a remarqué que souvent les trains sont loués à l'occasion d'anniversaires dans ces boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 50 ans, c'est 60 ans, etc., etc. Donc on a carrément fait une liste en fonction du calendrier des entreprises qui avaient quelque chose à fêter. Donc en l'occurrence, Auchan, c'est 60 ans, EDF, c'est 75 ans. Et on a fait des messages qui étaient aux couleurs
qui était vraiment aux couleurs de l'entreprise, le logo. On a même fait une fausse personnalisation du train. Et à chaque fois, ces messages-là, on allait les diffuser uniquement auprès des top décisionnaires des entreprises concernées. Donc ça, pour être précis, c'est des vignettes LinkedIn. Absolument. Qui étaient donc celles de gauche visibles uniquement par les personnes qui auprès étaient... du service marketing com et de la direction Auchan. générale d'Auchan. Parce que et à droite, EDF voyait son message. Et donc là aussi, bien sûr, très fort impact parce que c'est quoi ce train EDF que je n'ai jamais vu? Absolument. Il n'existe pas encore. Je veux y monter, voilà, exactement. Avec toujours derrière le fait que finalement, on converge vers le même contenu. Donc on est toujours avec cette espèce de rationalisation et d'économie dans la Il faut faire des choix, parce que comme on n'a pas jamais assez d'argent pour tout faire. On ne va pas pouvoir faire un livre blanc pour chacun. Donc faisons au moins une porte d'entrée qui soit propre à l'entreprise ciblée. Autre exemple dans ce use case 2? Oui, qui est un exemple que j'aime bien parce que ça y est, on commence à être un peu haut dans la pyramide, on commence à être sur un nombre finalement tellement restreint d'entreprises que quelque part le digital n'est plus une évidence. Et on revient à une bonne vieille communication physique parce que dès lors qu'on a 10, 15, 20 top targets, finalement c'est peut-être dans la boîte aux lettres que va se passer l'événement. Donc là c'est un exemple un peu rigolo mais finalement assez parlant. On a Atos qui veut porter des solutions de Google Cloud auprès des entreprises qui utilisent SAP. Donc ce pas des sujets forcément sexy et on imagine bien que la cible n'est pas très très large. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on envoie une sorte de preview, un message disant « Coucou, vous allez recevoir quelque chose d'intéressant » et derrière, c'est suivi par un pack qui propose la solution Google avec le petit goodie, le petit objet un peu étonnant aux couleurs de Google qui joue sur ce concept, branchez votre SAP à un monde plus ouvert, etc. Là, et on envoie cette prise multicolore. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que en montant dans l'ABM, tout à coup, le digital se complète des leviers traditionnels parce qu'on est sur une cible restreinte, on est sur des paniers d'achat énormes, donc quelque part, on peut organiser un orchestre dans le parking pour le DG, c'est cohérent. Tout à fait. Voilà. Autre use case? Voilà, alors autre use case, on a parlé push digital un peu classique, email, bannière, on a parlé push physique. Ne pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent pusher bien plus fortement, avec bien plus de légitimité que vous, vos messages. Et donc là, c'est un exemple d'une stratégie d'influence pour le coup qu'on avait fait pour Adobe. Il s'agissait de cibler Carrefour, il s'agissait de cibler des top décisionnaires de Carrefour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repéré des influenceurs de retail suivis par nos fameuses cibles de Carrefour, et c'est eux qui ont véhiculé nos messages. Donc là, on se retrouve avec un jeu de billard à deux bandes, où on demande à un tel, alors c'est un partage d'expertise, hein, c'est pas forcément du rémunéré, mais on lui demande dans ses messages d'aller taguer la bonne entreprise, d'aller taguer, on voit bien, Marie Cheval, etc., qui était notre target, et quelque part, on a nos messages qui adressent les bonnes personnes, qui émergent dans le flow des réseaux sociaux auprès des bonnes personnes, et surtout portés avec toute la légitimité de cet influenceur. Troisième use case, donc du contenu coproduit qui va nous servir en ABM. Exactement. Alors là c'est le top. Là, c'est le top parce que le contenu devient presque un prétexte, en fait. En fait, on fait du contenu avec une entreprise. C'est super, c'est ce contenu de bonne qualité et évidemment, on se fera fort de le diffuser auprès des bonnes cibles. Mais quelque part, c'est le moment de rencontre avec la top target qui finalement compte. Et donc là, on a un exemple qui est un exemple. Alors pour le coup, on est sur un exemple audio. On est sur Cofidis Retail qui veut approcher un certain nombre de DNVB, de retailers qui ont le vent en poupe et auprès desquels ils veulent porter des solutions de paiement fractionné. Et donc, Cofidis Retail fait un podcast. Lors de ce podcast, on a réussi à approcher de très belles DNVB françaises, les success stories qu'on connaît tous, Teddy Bear, qui sont donc aussi les Fort cibles. Vert, qui sont quelque part aussi les cibles de Cofidis Retail. On fait venir ces personnes il y a un partage d'expertise, ils sont tout contents aussi d'avoir de la visibilité, ils ont cette culture de la visibilité dans ces startups, et c'est un moment de rencontre entre Cofidis et Teddy Bear. Et finalement, on est très content d'aller toucher d'autres DNVB avec ce contenu de Teddy Bear, mais on est aussi très content de prendre un café avec Teddy Bear. Donc le contenu devient même un moment de rencontre. C'est le début du commerce presque. Ah, complètement. Merci Benoît, merci Mathieu pour cette première séquence. On va maintenant passer de la théorie à la pratique et voir quelle est la réalité de l'ABM pour les directeurs marketing. C'est l'heure du Data Break. J'appelle Steven Charton. 5 chiffres clés sur l'ABM. Bonjour à tous. Donc effectivement, ce matin, on va voir 5 chiffres importants pour l'ABM. On va commencer avec 92%. Donc 92% des responsables marketing qui ont testé l'ABM considèrent aujourd'hui l'ABM comme extrêmement important ou très important dans leur plan marketing. Donc un petit conseil, commencez petit pour essayer. Personnaliser par exemple effectivement la vignette, la porte d'entrée sur LinkedIn et aller plus loin par une personnalisation par exemple d'un e-book ou d'une couverture de livre blanc.
80% ensuite, 80% c'est le nombre de directeurs de marketing qui affirment que l'ABM a des performances supérieures à une campagne marketing traditionnelle. Donc, je vais d'ailleurs rebondir sur un chiffre très technique, c'est 11%. On constate que les lead gen forms LinkedIn, donc ça va être les formulaires qui sont remplis sur LinkedIn, génèrent en ABM 4 fois plus qu'une simple landing page ABM. Donc, on vous conseille d'aller vers du LinkedIn et vers de la lead gen form. Donc, vous pouvez personnaliser notamment, par exemple, les job titles de vos comptes ciblés. Vous pouvez aller chercher aussi également les secteurs d'activité et puis après segmenter les différentes campagnes par secteur d'activité où vous allez faire une vignette dédiée à chaque secteur d'activité. Il y a des outils comme Lemlist qui permettent aussi d'aller vers de la landing page personnalisée au logo de votre prospect où vous pouvez comme ça associer votre propre logo au logo du prospect. 50%, donc ça c'est une source Marketo, c'est le temps réduit dans les campagnes réalisées par vos équipes commerciales. Donc vous allez gagner 50% de temps et comme ça accompagner vos équipes marketing et les combler avec vos équipes commerciales. Ça permet un réalignement, comme on l'a vu en introduction, des différentes équipes. Souvent, l'ABM Manager va être intégré dans les réunions des équipes commerciales et inversement, ce qui permet en amont de définir vos différents KPI à mettre en place. 65% enfin, source Salesforce. Ce sont là du coup pas les agences de com qui vont vous donner ce chiffre, mais c'est bien les prospects, les clients. 65% des acheteurs B2B affirment qu'ils ne changeront pas, qu'ils changeront de prestataire si jamais les messages qu'ils reçoivent ne sont pas personnalisés et s'il n'y a pas un effort de fait dans l'information qui va être fournie aux prospects. Donc écoutez vos prospects et passez vraiment à l'ABM. Je vous remercie de votre attention. Nouvelle séquence, on va parler médias parce que comme vous l'avez vu au début, il n'y a pas d'ABM sans activation média. Et donc pour cette séquence, je suis accompagné de Hervé Gonnet. Bonjour, vous êtes le fondateur de GetQuanti et Matteo Arango, vous êtes le spécialiste des LinkedIn Ads au sein de l'agence média Mediadesk. On va donc parler IP targeting et LinkedIn. Et donc, on va déjà démarrer par l'IP targeting. Déjà, peut-être un mot sur GetQuanti et comment l'adresse IP est très utile dans cette partie média activation ABM. Alors aujourd'hui, on connaît tous en fait des outils comme Google Analytics qui permettent de tracer toute la data digitale que vous avez sur votre site internet. Et le fait que Google Analytics aujourd'hui ne vous redonne que des trafics anonymisés fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'IP tracking permet de mettre un nom de société, un sirène, un chiffre d'affaires derrière toute cette data des sociétés qui viennent vous visiter. Et donc là, l'objectif que l'on a aujourd'hui avec l'aspect média IP tracking, c'est justement de pouvoir vous permettre de cibler quelles sont les bonnes entreprises qui vont être dans votre cible ABM, que ce soit par secteur d'activité ou par effectif, voire même en termes du parcours, ce qu'ils ont pu faire sur votre site internet, pour qu'on puisse mettre tout ça dans le pool des comptes cibles, des comptes qui comptent, donc les comptes ABM, et donc on puisse en retirer quels sont les IP qui vont permettre d'être réutilisés derrière pour faire de l'IP retargeting via le média. Et là, typiquement, vous avez un tableau de bord qui vous permet tout de suite de savoir si ce sont des comptes qui sont chauds, est-ce que ce sont des grands comptes ou pas, et dans quel secteur d'activité ils sont. Donc, toute cette donnée est disponible, donc c'est la donnée digitale qui est extrêmement puissante et qui va permettre de faire de l'hyper-personnalisation en termes d'envoi média, comme va nous le présenter aujourd'hui Matteo. Donc là, on a bien compris, cette information qu'on récupère nous permet de faire du retargeting pertinent, mais on va aussi même parler maintenant IP targeting avec Matteo, à quel point au départ on va faire de l'adresse IP comme une adresse postale, une adresse email de destination, et on va lancer des campagnes médias qui vont spécifiquement cibler ces adresses IP, qui est une donnée publique associée à un siret de sirène, et c'est là où est toute la technologie de GetQuanti. Donc Matteo Arango, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors effectivement Laurent, merci. Et grâce à GetQuanti, on est capable aujourd'hui d'identifier une liste de comptes parce que nos clients ont besoin avec soit une liste de comptes VIP, soit un code NAF, soit un secteur. Donc, on va donner ce type de besoins à GetQuanti. GetQuanti va trouver la data via différents types de sources de données et via leur tech pour nous donner les adresses IP. Donc, on parle d'une adresse IP qui est anonymise
anonymisés, mais qui parlent aussi d'entreprise. Et ce type d'adresse IP va nous permettre aujourd'hui, via différents types d'outils de diffusion, on parle des médias, donc ça va être Google AdWords aussi, Google Display, etc., qui nous permettent aujourd'hui d'injecter ces IP et diffuser la pub sur les endroits qu'on veut. Donc, on va parler d'un endroit tel que des challenges ou tel que les échos, et on va parler avec une cible qui est connectée avec son adresse IP. Donc, c'est la clé pour nous. Parce qu'on va adresser la bonne personne qui travaille dans l'entreprise et qui va visiter l'endroit qu'on veut. Donc, si on est sur un endroit tech, on va diffuser sur des endroits tech. Si on est dans un endroit automobile, on va diffuser sur des endroits automobiles. Donc, c'est vraiment la réunion, les mariages entre l'IP et la média. Donc au départ, hein, on va cibler plutôt l'entreprise, hein, qui est la data liée, la cible liée à cette adresse IP, hein, qu'on n'arrive pas à cibler vraiment individuellement chaque personne, et ça, on respecte bien les aspects RGPD. Après, lorsqu'on a envoyé des emails avec d'autres mécaniques, on arrive à être très fin, comme le disait Hervé, par des mécaniques de retargeting, et même d'aller là jusqu'à toucher la personne individuellement, étape par étape. Ce qu'on peut signaler aussi, c'est que cette mécanique-là nous permet de faire des grands formats, comme on l'a expliqué dans les échos ici, avec des sites vraiment très premium qui coûtent cher, et des formats extrêmement chers aussi. Mais comme c'est 100% du média est utile, parce qu'il ne cible que des entreprises qui sont dans cette fameuse liste, bah, chaque euro investi est utile. Tout à fait. En fait, les stratégies sont infinies. Dans ces cas, on peut cibler avec des vidéos, on peut cibler avec des habillages, on peut cibler avec des native ads qui aujourd'hui sont très, très, très demandés pour nos clients parce qu'ils s'incrustent la pub sur un article qui parle du même sujet. Donc, on a des options infinies pour trouver les moyens, pour trouver la recette qui va nous permettre de trouver les bons résultats. Merci Mathéo. Donc on a compris IP targeting, retargeting. On va parler maintenant aussi LinkedIn, hein, qui est un des canaux majeurs en B2B. Et donc vous avez développé toute une stratégie pour faire un trading spécifique ABM. Tout à fait. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est aussi un autre partenaire qu'on a sur l'ABM. Et on aime bien mixer différents types de ces stratégies. On parle aussi d'hyper-targeting. Maintenant, on va parler de LinkedIn. On a différents types de ciblage. On parle aussi de la même entreprise. On a des listes. Dans ces cas, on liste top VIP, on liste code NAF, on liste des secteurs d'activité. Mais aussi, on va adresser ça avec différents types de stratégies. Donc, parfois, la stratégie va changer. J'ai un client qui a besoin d'être présent dans son appel d'offres. Je vais juste cibler une seule société. J'ai un client qui a juste besoin d'aller adresser à les décisionnaires. Je vais juste adresser les décisionnaires dans les bonnes sociétés. Donc, c'est différents types de stratégies qui coûtent différents aussi, qui ont un impact différent, mais qui vont nous permettre de nous adresser à leurs besoins et savoir trouver la bonne réponse pour eux. Donc c'est ce qu'on voit là sur le slide, 4 stratégies différentes de ciblage, hein, tout en ABM, mais avec les étoiles correspondent aussi l'objectif, soit la minorité de la performance et le budget nécessaire pour chacune des stratégies. Et juste en bémol avant de continuer, c'est on n'a pas besoin de gros budgets pour faire l'ABM, on a besoin juste de savoir la bonne information pour créer la bonne stratégie. Alors en LinkedIn aussi, est-ce qu'on peut expliquer quel parcours, quelle stratégie on va déployer avec tous les différents formats où les technos proposent aujourd'hui LinkedIn? Justement, on a réussi à trouver un parcours, une espèce de mariage entre les contenus, entre la cible et entre la technique, qui nous permettent aujourd'hui d'identifier la vidéo, la vignette, qui est très connue sur l'endroit LinkedIn. Le format traditionnel, effectivement, de LinkedIn. Et chaque fois, développer un lead gen form pour chaque format. Donc, on part de la base d'une liste ABM, c'est la base pour notre stratégie, soit une liste de comptes, soit une liste de contacts. Et on va aller sur une diffusion totale de la vidéo, qui dans ces cas, ça peut être une vidéo témoignage, un teasing de l'e-book, ou simplement un business case. Et à partir de ça, on va collecter aussi des viewers de la vidéo pour rentrer ce type de stratégie avec une stratégie de retargeting qui va faire développer l'ABM en contexte de retargeting. Donc, avant les bémols que je sais que tu mets par tout le temps dans le même sujet, les retargeting, les cookies, ça va être périmé. Non, dans ces cas, c'est les seuls endroits de LinkedIn. Donc, aujourd'hui, on est capable de faire ça sans problème. On n'a pas besoin d'un consommation de cookies parce que l'utilisateur, il a déjà consenti les cookies. Donc il y a 2 informations effectivement sur LinkedIn. Comme on reste dans l'univers LinkedIn et qu'on est logué, par définition, il n'y a pas besoin de cookies. Toute l'information elle est liée à la session ouverte dans LinkedIn. Et puis donc vous l'avez compris, avec une mécanique où on va diffuser de la vidéo et donc grâce à LinkedIn, on va récupérer de l'information sur le temps passé sur cette vidéo. Et donc d'une targeting, on va passer au retargeting à une deuxième étape pour
renouveler un certain engagement. Et donc on va regarder derrière un exemple, même Matteo, pour être encore plus concret et imagé de comment on peut mettre en place cette stratégie. Alors dans ces cas, c'est un peu la même chose que Mathieu nous a parlé. C'est en dissociation, en différentiel entre différents types de contenus qui ont part du même sujet, mais on fait une différence par rapport à les secteurs, on fait une différence par rapport à la liste ABM. Mais dans ces cas concret, vidéo, témoignage avec Viséo qui parle de la relation qu'ils sont avec la SNCF. Deuxième cas, on va identifier différents types de vignettes, différents types de messages pour différents types de secteurs qui sont aussi dans la transformation. Et troisième cas, on part avec un format qui est plus interactif, donc ça va être un carrousel avec les points clés que la personne va avoir sur l'e-book qu'il va télécharger. Donc il y avait une vidéo qui était la même pour toutes les cibles, Ouais. Une vignette, un grand format d'ailleurs, hein, les grands nouveaux formats que l'on recommande aussi pour LinkedIn. Et donc là, il y avait 4 messages différents Avec chaque liste. Voilà, correspondant à chaque liste ABM et donc chaque catégorie cohérente de cibles. Et puis, troisième étape, ce carrousel avec le Legion Form associé. Tout à fait. Et ça, c'est une bonne stratégie qui fonctionne. Ça marche très bien. Merci Matteo pour ces informations très intéressantes sur l'IP targeting et LinkedIn. On va passer à la séquence digitale parce qu'en ABM, il n'y a pas de bonne stratégie sans technologie. Mais quels sont les bons outils à intégrer? Faut-il en acquérir de nouveau ou est-ce qu'on peut utiliser la stack techno déjà en place? Pour répondre à ces questions, je vais laisser ma place à Iria Marquez, qui est directrice associée de Aressi, avec ses invités. A tout de suite, jingle. Merci à tous. Et effectivement, nous nous retrouvons pour une quinzaine de minutes consacrées à la technologie, pas d'ABM vraiment piloté, vraiment puissant, sans l'appui de la technologie. Donc c'est vraiment ce sujet-là qu'on va traiter ce matin. J'ai en tête un slide que j'aime beaucoup. D'abord, il fait peur, mais ce n'est pas très grave. C'est un slide de B2B Magazine, B2B Marketing, pardon, qui est un magazine londonien extrêmement réputé dans les pays anglo-saxons et qui montre une masse de solutions technologiques dédiées à l'ABM par colonne, chacune de ces colonnes étant un niveau de maturité des clients qui les utilisent. Donc plus vous retrouvez vos propres équipements technologiques sur les colonnes de droite, et plus vous pouvez vous considérer extrêmement mature en matière de stratégie ABM. Cela dit, pour faire plus simple et nous concentrer souvent sur des étapes un peu plus initiales, un peu plus de départ. Voilà un slide que j'ai voulu rassembler, dans lequel j'ai voulu rassembler des solutions technologiques sur 4 grands piliers qui sont absolument indispensables en ABM, qui sont la data, évidemment, on a parlé tout à l'heure d'IP et on a parlé de médias, mais il y a aussi la base de données, aller chercher de la base de données, comme on l'a vu tout à l'heure avec Nomination. J'ai voulu mettre en vis-à-vis des solutions qui sont extrêmement haut de gamme, extrêmement sophistiquées, et puis quelques solutions qui sont un peu plus de départ pour quand on commence vraiment et qu'on est un petit peu aux prémices de la chose. Et donc évidemment, Nomination, vous avez vu toute l'ADN account-based de cette solution-là. En vis-à-vis, on pourrait mettre un Magilids ou d'autres solutions, hein, ce n'est pas exclusif d'autres marques, qui sont des choses plus légères, moins qualitatives ou sur parfois plus des petits comptes. Voilà, l'important, c'est d'avoir les bonnes précautions, de faire les bons choix en fonction des cibles qu'on veut viser. Et le message là-dedans, c'est que finalement, en termes de base de données, il y a de tout sur le marché et
toujours le moyen d'aller chercher vos comptes et les contacts qui vont avec ces comptes de façon à travailler vraiment en account base. De façon plus sophistiquée, évidemment, il y a toutes les DMP. J'évoque pas trop ce sujet parce qu'on en aurait pour des heures et que c'est finalement assez complexe, mais c'est aussi évidemment une ressource tout à fait de qualité pour alimenter votre stratégie ABM. L'orchestration, c'est certainement le volet qui est le plus connu et certainement le mieux maîtrisé aujourd'hui, en tout cas sur le marché en France. C'est à la fois le CRM et le marketing automation. Là non plus, les logos que vous voyez ici n'excluent pas d'autres solutions. Ceux-là sont typiquement aptes et efficaces sur de l'ABM. Évidemment, en ABM, plus que nulle part ailleurs, il est indispensable que le CRM et le marketing automation soient le plus étroitement connectés. On verra dans quelques minutes un exemple de ce bénéfice, du bénéfice qu'on tire de cela. Donc voilà, 3 plateformes, pour ne pas les nommer, HubSpot, Eloqua et Pardot, qui sont vraiment des plateformes marketing automation à la fois fortes par leur robustesse et fortes par leur agilité et le fine-tuning qu'elles permettent en termes d'ABM. ABM, on est dans la dentelle, comme Laurent le montrait en introduction. Et puis le CRM, là encore, moi, le vrai gros conseil ou grosse recommandation, c'est faites en sorte que le CRM soit compatible avec le marketing automation et inversement. Ne cherchez pas des jongleries, on s'y perd, et notamment sur les stratégies marketing ABM. Troisième pilier, lui aussi extrêmement important, c'est donc toute la gestion du contenu, avec là aussi des grandes familles. La famille du Drupal, WordPress et Uberflip, qui est peut-être moins connue, mais qui est une plateforme extrêmement agile en personnalisation de contenu, plutôt dédiée à tout ce qui est blog et tout ce qui est gestion de l'information, gestion des contenus, mais qui permet une puissante personnalisation, donc extrêmement utile dans les stratégies d'ABM. Mais un Drupal et un WordPress peuvent tout à fait être développés dans ce sens-là et faire en sorte que le site soit un vrai moment de rencontre très spécifique avec vos comptes ABM et avec les contacts qu'il y a dans ces comptes ABM. Et puis les webinars, les plateformes de webinars, là aussi, les grandes, robustes que vous connaissez certainement tous, un WebEx et un GoToWebinar notamment, que j'ai retenu parce qu'ils ont une capacité d'interconnexion, toujours cette notion, cet impératif d'interconnexion avec à la fois les CRM et le marketing automation, et puis des solutions plus agiles, qui sont peut-être moins performantes à la connexion, mais qui vous permettent de commencer à rentrer dans cette logique, et moyennant des efforts sur la gestion de la base de données, la structure de la base de données, vous pouvez tout à fait faire des premiers pas d'utiliser vos webinars en matière d'ABM, d'utiliser vos webinars pour qu'ils reversent des contacts qualifiés ou de la requalification dans votre CRM ou dans votre marketing automation selon vos stratégies. Et puis je finis, parce que c'est peut-être aujourd'hui le plus important et le plus demandé, par l'aspect analytics et l'aspect data visualisation, reporting, dashboard. C'est vraiment aujourd'hui l'élément clé qui fait qu'on peut piloter absolument tout le reste de façon extrêmement précise. Donc encore une fois, d'autant plus important en ABM. Et pour ça, j'ai demandé à 2 experts de se joindre à moi. D'abord Hervé Gonnet, qu'on a vu tout à l'heure, et à qui je passe la petite commande. Hervé, on a vu cette notion d'IP targeting, évidemment. GetQuanti, c'est bien plus. Vous avez fait d'énormes avancées en matière justement de data vis, d'analytics. Je vous laisse nous présenter ces avancées. Merci Iria. Vous avez parfaitement introduit en fait un sujet qui me tient à cœur, mais aussi l'ensemble, je pense, des professionnels en B2B. C'est ce qu'on appelle en fait chez nous maintenant l'account-based intelligence, c'est-à-dire la capacité que l'on a à produire une data de valeur et qui va pouvoir cibler les comptes qui comptent, tout en étant derrière au centre justement de l'ensemble des campagnes marketing qui sont envoyées pour pouvoir toucher l'ensemble de ces comptes-là. Ici, par exemple, sur cette image,
on peut voir qu'on est capable de traquer non seulement ce qui se passe dans des envois d'emailing, mais aussi ce qui se passe sur le site internet où on a fait venir les gens potentiellement via du contenu, comme on l'a vu avec Mathieu. Tout ce qui est account-based pour pouvoir concentrer justement l'analyse uniquement sur les comptes qui ont été mis dans cette fameuse liste ABM, et aussi le reciblage, retargeting qui a pu être fait au niveau publicitaire, et aussi avec LinkedIn, on l'a vu, qui est aussi un grand média aujourd'hui pour pouvoir transmettre du contenu. Donc pour nous, c'est un terme qui veut dire la capacité de pouvoir identifier nominativement quels sont les prospects qui viennent sur le site internet, et on l'a vu avec quel canal. Typiquement ici, ce compte qui est dans la liste ABM Rothschild, aujourd'hui est passé sur le site internet. Il est resté à peu près 1 minute, et on le voit qu'en plus de ça, il a été scoré comme ayant eu un parcours chaud. Donc aussi, l'objectif de l'account-based intelligence, c'est de pouvoir alerter très rapidement, de pouvoir dire aux sales quels sont les comptes qui sont en train de surfer sur le site internet et qu'il faudrait pouvoir recontacter. Et pour ça, par exemple ici, on a développé ce qu'on appelle un Magic Quadrant qui se lit extrêmement simplement. Si vous êtes directeur commercial et que vous voulez trouver des nouveaux logos très rapidement, eh bien vous allez tout de suite sur le cadran en haut à droite qui vous montre les new comptes ABM qui sont chauds. Ceux qui sont en dessous, ce sont aussi des comptes ABM qui sont dans la liste, qui sont passés sur le site internet, qui ont consommé du contenu, mais que vous connaissiez déjà. Alors, ils sont revenus parce que les commerciaux ont fait leur travail, parce que vos campagnes de retargeting ont donné de l'effet, mais il faut aussi pouvoir transmettre cette information directement au commercial pour qu'il puisse le recontacter. C'est ce que fait la plateforme GetQuanti, puisque ici, on voit typiquement en fait, un certain nombre de comptes qui sont passés sur le site, et en fonction du paramétrage qui a été fait, ces pistes-là, par exemple, chez nous, sont directement envoyées dans HubSpot pour que nos commerciaux puissent être alertés et déclenchent, par exemple, une prise de contact téléphonique ou voire même une prise de contact via LinkedIn. Donc on voit que la data intelligence permet d'identifier quels sont les prospects, de pouvoir les scorer, mais aussi de pouvoir transmettre cette information-là le plus rapidement en fait aux sales. Maintenant, on est allé un cran plus loin aussi à la demande de nos clients, comme on peut le voir ici, qui nous ont demandé, Hervé, on souhaiterait aussi pouvoir comprendre quel est le ROI de toutes ces actions. On dépense de l'argent, très bien, la DG a dit, OK, cet argent-là, on va l'investir. Maintenant, comment est-ce que je fais pour montrer que mon marketing est bien augmenté en quantité et en qualité le nombre de cibles, de comptes ABM que j'ai pu mettre dans ma liste? Eh bien, typiquement ici, maintenant, on peut voir, par exemple, ici, un funnel inversé, puisqu'en ABM, on est en funnel inversé, où on voit, pour notre propre stratégie, qu'on a ciblé 100 comptes, qu'on a réussi, on a influencé 77 sur les 30 derniers jours, ce qui est en augmentation de 27%, j'ai mal à dire peut-être en baisse, en augmentation, pardon, et aussi qu'on a réussi à engager des contacts. Et donc, non seulement on a 77 comptes réengagés, mais en plus de ça, on a 70 emails de personnes qui sont de notre cible, qui ont interagi en fait avec notre contenu, et c'est donc très intéressant de pouvoir les recontacter. Et le point qui est encore, à mon avis, clé, c'est la table pivot qui est à droite, qui s'appelle en fait l'ensemble des campagnes marketing qui ont permis de toucher ces comptes-là. Et là, on peut voir du coup quels sont ceux qu'on a touchés via SEO ou qu'on a touchés via pay-per-click, donc via de la publicité. Et donc c'est ça qui va nous permettre donc, du coup de savoir si dans le temps, les campagnes que je fais, parce qu'une campagne, c'est pas juste une journée, c'est pas juste une semaine, ça dure en 2 mois, 3 mois, 5 mois, comme on le verra avec les packs d'Aressi sur ce sujet. Eh bien, là, aujourd'hui, on voit l'évolution du nombre de comptes influencés et aussi l'évolution du nombre de contacts que j'ai pu rentrer en base, typiquement ici, en allant chercher des comptes ou des contacts chez Nomination, pour que nous ayons du coup de l'hyper-ciblage vers les contacts qui marchent bien. On voit que la visualisation est clé. La visualisation est clé, et on a même travaillé aussi, un exemple ici, typiquement ici, avec des infographies qui sont prêtes à l'emploi. Celle-là est à destination d'un comité de direction générale où on a listé peut-être les objectifs clés que doit mettre en place le marketeur avec le directeur commercial et avec les directions générales. Typiquement, comment augmenter l'acquisition de mon nombre de logos ABM qui viennent sur mon site internet. Est-ce que j'ai pu augmenter aussi la perception qu'ils ont de ma marque? Est-ce qu'ils vont consommer du contenu qui parle bien des bonnes choses? Et le troisième point, c'est est-ce que j'ai pu optimiser mes investissements? Typiquement ici, on voit qu'on a eu 57 comptes ABM qui sont venus et qu'on a pu attirer. Ça fait 2 de plus que je ne connaissais pas en termes de nouveaux logos. Mais mon coût d'ABM est de 78 €. Et je l'ai augmenté de 21 € parce qu'il m'a fallu aller chercher, acheter de nouveaux contacts, donc beaucoup, mon coût a augmenté.
Mais globalement, en fait, en termes de croissance et de comment le marketing a pu améliorer la contribution au niveau du revenu, aujourd'hui, la croissance sur les 30 derniers jours est de 4% justement sur ma stratégie ABM. Merci beaucoup, Hervé. Ça reprend exactement en fait la capacité que l'on a de ce qu'on appelle aujourd'hui l'offre Smart Data, qui permet de justement d'aller voir avec à peu près 9 tableaux de bord dédiés à l'ABM la manière dont on a de cibler avec les bonnes campagnes. Peut-être sans rentrer dans les détails Absolument. de ces tableaux de bord, vous évoquiez tout à l'heure HubSpot. Et effectivement, ça nous laisse une transition, ça nous ouvre une transition toute faite. Arnaud de Cara, vous êtes expert ou growth specialist et vous aidez, je crois, l'ensemble de vos clients, beaucoup de vos clients ou de vos prospects à bien faire le choix des bonnes technologies. Je vous ai demandé de venir, HubSpot égale inbound, et pourtant vous êtes là et on est ravis. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui HubSpot fait de l'inbound et comment il le fait? Et peut-être quels sont les conseils que vous pourriez nous donner, les fonctionnalités que vous pourriez nous donner? Oui. Merci de me recevoir, Ria. Effectivement, l'inbound est né en 2006 du constat que les entreprises devaient repenser la manière d'interagir avec leurs prospects et leurs clients. La méthodologie, elle a été créée pour répondre à la problématique du marketing hors ligne, de la sollicitation et du matraquage publicitaire. Le postulat de la plateforme, il est le suivant. Il est nécessaire pour accompagner la croissance des entreprises de leur fournir des outils qui soient puissants et simples d'utilisation afin de mieux cibler, de personnaliser leurs messages et pour les délivrer aux bonnes personnes au bon moment via les bons canaux. Si je fais le parallèle avec les équipes commerciales, au fur et à mesure que le digital s'installe dans le monde du travail, les distances, elles, s'allongent et les opportunités de rencontres, d'échanges physiques s'amenuisent. Dans la mesure où le digital permet de s'affranchir de ce problème, puisque on va pouvoir communiquer à n'importe quel moment et n'importe où, il y a avec cette nouvelle tendance une nouvelle problématique qui est apparue, c'est l'hypersollicitation. Donc il a été naturel et primordial pour HubSpot de donner la possibilité à nos clients de se concentrer sur la qualité, donc sur les comptes à plus forte valeur ajoutée, à plus fort potentiel, les comptes cibles. Alors peut-être, je pense qu'on en avait préparé plein. On va peut-être se concentrer sur 2 ou 3 fonctionnalités dues au fait que le chronomètre avance. Des grandes aides en ABM de la part de votre Alors la première chose, ça va être effectivement d'avoir une vision d'ensemble d'un compte, donc pouvoir avoir dans un aperçu une vue d'ensemble sur le compte, avec l'historique de tout ce qui s'est passé, toutes les interactions qu'il y a eu sur ce compte, et puis pouvoir voir aussi tous les objets qui s'y rattachent, donc les contacts, les opportunités commerciales, les tickets, mais potentiellement pouvoir accéder aussi à Sales Navigator ou même créer des channels dédiés sur Slack, par exemple, pour pouvoir échanger et travailler en équipe sur ce compte. Je dirais peut-être la deuxième, ça va être à pouvoir automatiser la catégorisation et l'attribution de ces comptes. Donc là, sur cet exemple, c'est en fonction du chiffre d'affaires des entreprises, informations qu'on va récupérer au fur et à mesure de certaines actions et de conversion. On va récupérer ces informations et automatiquement, on va créer des scénarios qui vont nous permettre de déterminer des niveaux 1, niveau 2, niveau 3 sur ces prospects, sur ces clients, et derrière de pouvoir les attribuer automatiquement aux commerciaux qui correspondent et de leur créer également des tâches pour qu'ils puissent commencer à les attaquer. La troisième fonctionnalité qui je pense est quand même indispensable, c'est l'account-based targeting, de pouvoir cibler directement sur LinkedIn mais aussi sur d'autres réseaux ces encarts publicitaires auprès de ces listes d'entreprises qui ont été sélectionnées. Désolée de bousculer ce propos qui est néanmoins intéressant. Effectivement, HubSpot est extrêmement agile et extrêmement performant en ABM. On le fait à l'agence tous les jours l'expérience, notamment sur des cas qui ont été présentés tout à l'heure. Néanmoins, tout le monde n'a pas encore acquis des solutions GetQuanti, HubSpot et autres. Et donc aujourd'hui, nous à l'agence, on essaie de faire avancer nos clients, de les accompagner sur les premiers gestes et notamment avec des solutions de dashboard tout à fait minimalistes. Si on peut me les montrer, merci, et qui permettent
permettent d'avoir un bon pilotage. Je passe à présent la parole à Laurent qui va venir nous présenter des solutions extrêmement faciles à mettre en place. Laurent, à toi. Nos invités, donc on va terminer cette matinale avec Audrey Keller. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef de projet ABM chez Areci. Donc vous avez deux quick packs à nous présenter. Donc on va tout de suite démarrer par le premier, email social sans compte. Dites-nous. Effectivement, donc on est sur un starter pack qui est très simple à mettre en place et très rapide, sur lequel on va cibler entre 100 et 300 comptes. Donc on va toujours garder cette partie alignement sales et marketing dans lequel on va embarquer vos sales dans l'aventure. Ensuite, on va avoir un ciblage de la complétion de base de données avec nomination et la personnalisation des contenus qui vont nous permettre de lancer la diffusion sur 3 canaux. Donc on va avoir un premier canal qui va être l'email avec Business Expert, qui est une marque blanche Areci. Ensuite, le targeting sur LinkedIn et le retargeting par Instagram. À la suite de cette opération, sur 3 mois, on va vous remettre un bilan avec des contacts qui ont été scorés, sur lesquels vous allez pouvoir faire relancer sur votre base par vos commerciaux. Deuxième quick pack pour Quick Start, on va dire. Donc IP Média. C'est ça. Le second, c'est l'IP Média, où là, on va travailler en IP targeting avec GetQuanti. Pareil, on va aller cibler, mais cette fois-ci, une centaine de comptes qu'on va adresser aussi bien sur LinkedIn et également le média par GetQuanti. On va faire de l'IP targeting, toujours de la e-news. Et ce qui est intéressant aussi dans ce pack, c'est que vous allez avoir accès à un reporting en ligne. Donc tout au long des 5 mois, vous allez pouvoir voir la tracking ABM, le comportement finalement de la cible sur vos assets, sur votre site internet, prendre connaissance aussi de la pyramide du scoring entreprise et contact. Et vos sales vont être aussi alertés du comportement de la cible avec un email hebdomadaire. Donc ça, effectivement, c'est important. Hein. Nous, on recommande tout souvent cet outil-là qui va vous permettre d'alerter vos commerciaux sur ce qui se passe en termes de marketing sur leur propre cible. Et là, on est aussi dans cette idée d'alignement et de travail vraiment en collaboration avec cette marketing. Ce qu'on peut peut-être dire pour conclure, c'est que c'est aussi 2 budgets et de timing différents. Le premier, si on y revient, on est sur une période de 3 mois. 1 mois de préparation et 2 mois de diffusion, et avec un package à 25 000 €. Et le deuxième, on est vraiment sur une période beaucoup plus longue, donc une mécanique média qui va se faire avec le temps pour créer ces mécaniques de awareness au-delà de LinkedIn. Et là, on est plutôt sur un package à 50 000 €. Merci Audrey, je pense que j'espère qu'on a été clair et intéressant et pragmatique et concret. Merci à tous nos invités. La matinée n'est pas terminée, on va sortir du mode plateau et on va en passer en débrief pour répondre très concrètement à vos questions. Le temps de vous présenter une petite vidéo et de changer d'endroit. À tout de suite.